Bon, alors commençons. Vous m'entendez correctement? Ok. Donc je m'appelle Alexandre Duclos, je suis anthropologue et c'est moi qui suis chargé d'assurer ce cours magistral sociologie et ethnologie. Bon. Aujourd'hui, de quoi on va s'occuper? Pour l'essentiel, je vais me présenter à vous, puis vous présenter le cours. Et ensuite, à la fin de ce CM-là, à la fin de l'heure, on parlera un peu de toutes les modalités techniques et pratiques, toutes les questions brûlantes, vous savez, le DST, comment ça se passe, et le manuel, c'est quoi, et le programme du cours. Mais pour commencer, on va plutôt, je vais me présenter à vous présenter la discipline, ce qu'on va faire, et puis commencer tout de suite à appliquer le champ qui va nous intéresser à des petits exemples contemporains. Voilà, donc on va faire un démarrage en trombe. Bon. Alors, on va commencer avec le titre, sociologie et ethnologie. C'est un peu comme si un cours de littérature s'appelait cours de littérature, ou un cours d'histoire s'appelait le cours d'histoire. C'est-à-dire que c'est disciplinaire, mais ça ne vous dit rien de ce qu'il va y avoir dans le cours. Évidemment qu'on va parler des concepts élémentaires de la sociologie et de l'ethnologie, mais en vérité, l'articulation du cours ne peut pas être simplement celle-là. Alors, si j'avais donné le titre à ce cours, ça aurait été probablement un peu plus littéraire, j'aurais écrit quelque chose comme le commun, l'art et la manière sociale. Voilà. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de développer chez vous une sensibilité à la matière sociale, j'allais dire, à la manière dont on crée ce commun particulier, ces manières de penser, ces représentations, ces manières d'agir, ces manières de sentir, ces manières de croire. J'ai vu votre doigt levé haut. J'ai l'habitude des assemblées générales plutôt dans cet amphi. Donc dites-moi. Ah. Faut tout recommencer? Bon, heureusement, j'ai quasiment rien dit. C'est mieux comme ça? Ah. Youpia. Youpia. Donc, s'il avait fallu fournir un titre plus personnel, je l'aurais appelé comme ça. Le commun, l'art et la manière sociale, pour vraiment insister sur ce sur quoi on va travailler. Une sensibilité à la manière dont, la plupart du temps, discrètement et inconsciemment, nous construisons du social. Quand je dis s'il m'avait été donné de faire le titre, parce que j'ai repris au pied levé ce cours, qui a été construit pendant des années par celle qui m'a précédé ici, qui fut ma très honorée, très chère professeure, Sophie Poirot-Delpech. Et je pense que si elle, d'ailleurs, avait voulu mettre un peu plus du sien dans ce cours-là, elle l'aurait appelé quelque chose comme genèse de la socio-anthropologie à travers l'étude des textes fondamentaux de la sociologie et de l'ethnologie. Il aurait fallu comprendre à travers ce titre biscornu comment notre sensibilité à nous, de socio-anthropologues, de pariens, qui ont en quelque sorte participé d'une école de socio-anthropologie, s'est constituée à travers l'histoire de la sociologie et de l'ethnologie. En gros, ce qu'on va faire, c'est surtout essayer de vous transmettre une sensibilité au social à travers un travail sur les textes fondamentaux de la sociologie et de l'ethnologie. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Bon. C'est pas, je ne mentionne pas cette transmission de manière anecdotique et gratuite. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Pourquoi est-ce que je reprends le cours de Sophie Poirot-Delpech? Parce qu'on me l'a proposé d'une part, c'est évident, mais j'ai accepté pourquoi? Parce que c'est une amie. C'est une amie d'une amitié telle qu'on peut en forger dans la pratique de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la philo aussi. D'abord dans l'échange de pensée, dans l'échange du désir de penser, de l'appétit de penser. Ça s'est construit comme ça. Elle est devenue peu de temps après ma directrice de thèse, quelque chose comme ça. Et cette notion d'amitié, elle est importante parce que c'est comme ça que tient cette université. Cette université, elle tient avec des bouts de ficelle. En fait, elle ne tient plus. En fait, elle est déjà effondrée.
Il y a tellement peu de financement et une telle gabegie bureaucratico-administrative que 60% des enseignants ici perdent de l'argent à enseigner. Ils ne le font que parce qu'il y a quelque chose qui les tient. Et si de votre part, il n'y a pas cet enthousiasme, cet appétit, cette envie que ça tienne d'une certaine manière, ça ne tiendra pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand ça ne tient pas? C'est simple, il n'y a que vous qui en payez le prix d'abord. Évidemment, il y a un certain nombre d'enseignants qui basculent dans une forme de précarité, mais vous payez un prix plus lourd. Sur l'amphi, il y a un demi-étudiant ou une demi-étudiante ici qui ira au doctorat, à travers une sélection sociale brutale qui va avoir lieu. Si vous voulez faire mentir cette logique sociale à l'œuvre dans ce que vous voyez aujourd'hui être l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il faut lire passionnément, penser passionnément, vous investir avec appétit dans le travail théorique et pratique qu'on va vous proposer. Sinon, ça ne tient pas. Voilà. Donc, pour vous, il y a une espèce de réalité un peu étrange. Comment vous pouvez comprendre la drôle de bestiole que vous avez devant vous? On en parlait à l'entrée parce que je voyais que ça vous choquait. Effectivement, je suis déguisé comme un jour de mariage. Parce que pour moi, venir vous enseigner, c'est pas de l'ordre du cadeau, mais presque. Et déjà, qu'on vous file des locaux en mauvais état, des mauvaises conditions, des enseignements mal payés, vous allez voir tout ce qui ne marche pas. Au moins, on s'habille un petit peu. On fait comme si c'était important. C'est un peu cérémoniel, mais justement, oui, c'est un peu cérémoniel. Bon. Ce couplet-là est fini, on va rentrer dans le cours, mais ça fait partie du cours. Ça fait partie du cours en ce sens que, non seulement, si vous ne vous investissez pas, vous n'obtiendrez rien, parce que la structure n'est pas faite pour vous donner, n'est pas faite pour vous guider, elle n'est pas faite pour vous accompagner. Elle est faite pour gérer votre présence. Point. Et que par ailleurs, c'est un cours qui s'est construit dans une espèce j'allais dire de secte, de groupe d'affinités électives basés sur des choix théoriques, et voilà, qui a tenu comme ça, qui s'est constitué comme ça et qui dure, et on a encore des élèves qui continuent à... Voilà, donc c'est l'histoire d'une sensibilité en sociologie que je vais essayer de vous transmettre pour vous donner envie de maîtriser la manière la plus forte et utilisable pour vous un certain nombre d'outils théoriques que vous pourrez utiliser dans votre cours librement et qui n'ont rien à voir avec la secte dont je vous parle. Bon. Il y a ce petit machin parce que je filme les cours. Voilà. Et je les mettrai en ligne à un moment donné pour ceux qui ne peuvent pas venir au cours. Voilà. Par ailleurs, je filme les cours parce que il est très probable que le semestre soit interrompu, parce que comme vous le savez, peut-être pas encore, mais vous allez vite l'apprendre, dès qu'il y a un mouvement social quelque part dans l'université, Tolbiac ferme. Par une espèce de grande terreur de la culture militante de Tolbiac. Et donc, la dernière fois, alors qu'on a 300 gugus qui, un soir d'élection, ont trouvé que c'était pas bien et ont voulu manger des pépitos en parlant d'un autre monde possible dans un des amphithéâtres de la Sorbonne, ils ont tout fermé, annulé les derniers cours, annulé les examens, sans aucune forme de considération pour l'impact que ça pouvait avoir pour vous. Donc, les liens numériques, pour être critiquables à bien des égards, nous seront précieux à cet endroit-là. Préparez-vous. Préparez-vous parce qu'il va y avoir une rentrée sociale, c'est déjà prévu, on a les dates, et nous avons affaire à une bureaucratie un peu particulière ici. Enfin, un peu particulière, non, justement, elle est parfaitement standard, ce qu'elle n'avait pas l'habitude d'être, donc voilà, maintenant il faut s'habituer à ça. Bien. Alors, il y a un certain nombre de choses que je vais laisser à vos chargés de TD. Comme moi, je suis aussi chargé de TD, ça va, je me sens en bonne conscience par rapport à ça. Notamment, par exemple, vous donner leur définition de la sociologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie. Je l'ai fait en TD, mais je propose qu'on conserve en mémoire que, dans le fond, définir, c'est prendre position dans un champ d'affrontement scientifique. Et que, par conséquent, c'est un objet délicat qu'il est difficile de traiter en si peu de temps. Pour l'instant, on va dire socio, ethno, anthropo. Si vous avez la question, posez-la en télé. Gnark, gnark, gnark. Évidemment, je vous en donnerai des éléments, mais plus tard. Pour commencer, pour se mettre en appétit, j'ai envie qu'on joue tout de suite avec le quatuor d'auteurs qui va servir d'architecture globale au cours. 2 concernant plus le volet jeunesse de la socio, 2 concernant plus le volet jeunesse de l'ethno. D'accord ? Donc, on a 4 auteurs
On va garder en tête comme une architecture globale et on va se servir de leurs outils théoriques pour s'amuser avec un petit fait d'actualité. Ça sera une introduction au cours. Sachant qu'à la fin de ce cours, je vous donnerai le programme complet de chaque séance de TD, de cours magistral, pardon, lapsus terrible. Qui fait grincer un truc avec un bruit insupportable quelque part par là? Je l'entends. Ça m'énerve. Ça me rappelle un étudiant qui avait l'habitude de venir en TD avec son goûter. Et alors, il savait bien que c'était un petit peu gênant, donc il était très gêné. C'est pas que c'était interdit de manger un goûter, c'est que c'était très bien emballé, je crois, par sa maman. Et alors, il y avait plein d'emballages, et il fallait les enlever. Et plus il le faisait doucement, plus c'était irritant. Déballe-le ton truc! Mange-le ton sandwich! Bon, bref, peu importe. Revenons à nos moutons. Les 4 auteurs sont tout simplement le fondateur de ce qui est devenu l'école française de sociologie, à savoir Émile Durkheim, le fondateur de l'école allemande de sociologie, à savoir Max Weber, Marcel Mauss et Bronislaw Malinowski. Tous ces gens-là, peut-être Weber mis à part, sont extrêmement liés. Mauss et Durkheim par des liens de famille, l'un est le neveu de l'autre. Malinowski, parce qu'il s'est voulu un continuateur de Durkheim. Bon, sur ces auteurs-là, je m'avance en paix parce que vous allez les traiter en TD, mais j'ai vu votre doigt. Dites-moi. Ici, on n'a pas Dervish. Est-ce que vous pouvez répéter le dernier auteur? Bronislaw, B-R-O-N-I-S-L-A-W, Malinowski, M-A-L-I-N-O, V-S-K-I, Malinowski. Marcel Mauss, Marcel comme Marcel, et Mauss, M-A-U-2-S. Si vous ne les voyez pas en TD, vous pouvez absolument alpaguer vos chargés de TD pour qu'ils se chargent de vous en parler, parce que c'est le pot commun, si on veut bien. On verra à la fin du cours, quand je vous donnerai le programme, je vous proposerai aussi des films, pas seulement des ouvrages à travailler. Un film sur l'anthropophagie rituelle chez Tupinamba, un film sur les faiseurs de pluie, Songhai au Niger, et un autre sur une secte au Ghana. Et on va s'amuser avec ça un peu plus tard. Ce sera une excellente occasion de nous moquer de nous-mêmes et d'apprendre. Bien. Auparavant, voilà, je vais vous faire un raccourci du jeu que je vous propose, à savoir développer une sensibilité, ou peut-être même un entendement un peu affiné par rapport à la chose sociale, qui vous permettent de comprendre votre quotidien de manière un peu enrichie. Que ce soit en regardant les manières dont vos voisins, voisines s'habillent, se coiffent, se tiennent, se servent de leur corps, pensent les catégories de genre, de nombre, d'espace, de temps, dorment. Comment tout ça se construit collectivement. À quoi ça sert d'ailleurs collectivement que ça se construise ainsi ou autrement. Mais aussi quand vous écoutez la radio, ou que vous regardez la télé, et que vous devenez capable d'interroger différemment ce qui fait quotidien, ce qui fait actualité, en ayant en quelque sorte raptassé votre sensibilité, grâce aux premiers outils qui ont été forgés en sciences sociales. Voilà. Donc on va faire un résumé de ce cours à travers un exemple que j'emprunte à France Info avant-hier ou avant-avant-hier, parce que je crois que c'était avant-avant-hier que j'ai préparé le cours. C'est alors que j'entends pour la xème fois en quelques semaines que il va y avoir une réforme de l'assurance chômage. Le président, car le gouvernement suit le mouvement, la dynamique ferme de notre président. Monsieur Emmanuel Macron a décidé qu'il fallait, c'était un impératif vital, réformer l'assurance chômage et faire en sorte que, si j'ai tout bien compris, Madame Emmanuel, comment s'appelle déjà, Borne, Elisabeth Borne, c'est ça? Je sais plus.
nous disant que voilà, il fallait que le chômage soit plus généreux en période de crise et beaucoup plus dur en période de prospérité. En d'autres termes, on doit donner une certaine élasticité aux droits, augmenter les droits quand c'est dur pour tout le monde, et amoindrir les droits lorsqu'il y a une prospérité générale. Sous-entendu et vulgarisé, quand il y a de l'emploi, c'est dur d'être chômeur, et quand il n'y a pas d'emploi, on allège un peu le sort des chômeurs, parce que pour une fois, c'est pas de leur faute. Alors, attention, nous entrons en sciences sociales, et que ce soit à la Weber par la pratique de la neutralité axiologique ou dans une approche durkheimienne en essayant d'être absolument objectif, en repoussant les prénotions, on cherche à produire une analyse qui ne soit pas immédiatement partisane. C'est pas là la question. Donc on suspend une approche partisane à cet endroit. On fait l'hypothèse de la bonne foi des acteurs en question, on regarde froidement les choses, le plus froidement possible, on crée une assurance chômage flexible, ajustable à l'état du marché du travail. Contemplons ce petit fait et invitons nos 4 copains. C'est pas les 3 rois mages, c'est les 4 théoriciens. On leur dit, sortez du bistrot, là, venez, on a une question à vous poser. Qu'est-ce qu'on pense de cette histoire? Alors, le premier à prendre la parole, c'est ce bon vieux Émile Durkheim, qui va nous dire, mais, il y a quelque chose que je comprends là. Il y a quelque chose que j'ai inventé, que je vois là. Mais un peu tordu. Un petit peu... c'est pas très respectueux, je vous explique. Qu'est-ce que j'ai inventé, moi? J'ai inventé, moi, un dispositif d'ingénierie sociale. Un dispositif pour produire de l'ingénierie sociale. Un dispositif capable de produire un examen du corps social et en fonction d'une connaissance objective des réalités sociales et des logiques sociales, de produire un diagnostic et une prescription. Je remets les choses dans leur contexte. On est en 1893, après la seconde révolution industrielle. Durkheim nous dit la chose suivante: il y a une urgence absolue à constituer la sociologie en science capable de produire une connaissance scientifique de la société et de là une capacité d'ingénierie sociale, parce que la seconde révolution industrielle a mis en crise les sociétés occidentales et notamment la société française. Elle a créé énormément de souffrances sociales, de déséquilibre entre les solidarités mécaniques et organiques, on verra ça plus tard. On a une société qui est totalement déséquilibrée, qui produit énormément de souffrance et d'injustice, il faut la rééquilibrer. Mais, là où le socialisme, face à cet effroi-là, déploie des moyens partisans, la sociologie va essayer de déployer des moyens scientifiques. Voilà. C'est un type qui arrivait avec l'humanité sous le bras, hein. Il était assez ami de Jean Jaurès, il était clair sur son positionnement. Mais il disait par contre avec une certaine fermeté, nous avons absolument le même point de départ et le même but, mais nos moyens diffèrent radicalement. Bien. Donc son idée a été de produire un examen, un diagnostic et une prescription par rapport à l'état de la société française à la fin du XIXe siècle. En gros, comment réorganiser la vie au travail pour qu'elle produise plus d'intégration, dans une dimension plus familiale, plus affective, engageant plus de reconnaissance réciproque, bref, rétablissant un équilibre des solidarités, faisant en sorte qu'on sorte d'un état dans lequel chacun fonctionne sans savoir vraiment qui il est et qu'est-ce qu'il fait là, dans une situation dans laquelle chacun fonctionne certes, mais en sachant pourquoi il est là, dans un univers qui lui paraît cohérent et qu'il aime. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez tout à fait dater d'Émile Durkheim et des premières œuvres d'Émile Durkheim la volonté de produire de l'ingénierie sociale à travers un dispositif scientifique. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. On a un dispositif qui est basé non pas sur une connaissance sociologique ou sociale
des maux à remédier, mais sur une doctrine et des données économiques. En d'autres termes, l'économique préside au social. Et lorsque vous modifiez les droits au chômage, c'est toute la vie sociale que vous modifiez. Est-ce que c'est la même chose de vivre avec 1500, 500 ou 0 € par mois? Comment ça impacte la manière dont on se nourrit, la manière dont on boit, dont on se drogue, dont on est en bonne ou en mauvaise santé? Quel est l'impact de la misère sur la santé sociale, sur la sécurité des biens et des personnes? Comment ça augmente ou non le taux de suicide? Toute question qui intéresse beaucoup Durkheim d'ailleurs, notamment la dernière. Mais ça aura aussi un impact sur l'âge du mariage, sur des tas de choses, le nombre de divorces. On pourrait d'ailleurs, si ça n'était pas l'économique mais le social qui présidait aux décisions ayant un impact social, demander une préétude sur les impacts sociaux de ce genre de mesures, on dit est-ce qu'on le souhaite? Est-ce qu'on souhaite payer ce prix social-là, cette qualité de vie ensemble-là, cette destruction du bonheur de vivre ensemble-là, par rapport aux gains économiques que vous nous promettez? Alors, allons ensuite interroger les outils que nous donne Max Weber. Avec Max Weber, on est dans une toute autre perspective, on n'est pas dans la statistique, on n'est pas dans une approche holistique, on passe par des représentations individuelles pour construire des modèles de compréhension, des modes d'interprétation du réel social. Et notamment, Max Weber a travaillé sur une typologie des motivations de l'action. Comment est-ce que je motive mon action et comment je motive mon obéissance? Or là, on crée un dispositif dont une des justifications publiques est motiver les gens à travailler. Et en l'occurrence, quel est le cœur de cette machine-là? Quel est le cœur de la motivation au travail dans ce dispositif-là? C'est le manque. C'est le manque d'argent. C'est la pénurie. On ne passe pas, par exemple, par un grand projet collectif qui, à travers une espèce d'amour de quelque chose de commun et un grand enthousiasme, nous porterait tous à travailler, même gratuitement s'il le faut. Non, c'est pas ça dont il est question. On ne passe pas non plus, parce que ça serait hors sujet, par une tradition. De tout temps, nous avons travaillé ainsi, et alors donc, il faut au nom de la tradition. Non, là, au contraire, il faut être flexible, adapté, ajusté à l'état de la mondialisation. C'est pas ça. C'est pas la tradition, c'est pas l'annonce d'un grand changement enthousiasmant. Vous apprendrez plus tard que je suis en train de faire référence à la typologie des modes de légitimité de la domination, de ce pourquoi j'obéis chez Max Weber. C'est pas non plus une approche purement rationnelle. Dans le fond, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait pendant le Covid, à du nudging. C'est-à-dire on dispose le réel de telle sorte que ce soit plus incitant d'aller par là plutôt que d'aller de l'autre côté. En d'autres termes, le gouvernement sait, lui, quel est le bon comportement à obtenir de la part de la population et dispose le réel de telle façon à contrarier, mais pas frontalement, les individus, de telle sorte qu'ils adoptent plutôt tel comportement que tel autre. Je ne suis pas ici en train de vous donner des vérités toutes nues, même pas des hypothèses. Je vous dis simplement comment on peut interroger le quotidien à partir des éléments que vous allez voir ce semestre. C'est simplement ça, c'est une mise en bouche. Alors, chez Mauss, je fais très attention au temps parce qu'ici le temps est tellement compté que c'est difficile. J'ai pas l'air comme ça, mais je ne sais pas si vous savez, je vous ai déjà dit que 60% des enseignants ici étaient vacataires et donc perdaient de l'argent à enseigner, mais une espèce de... Moi, je suis un fantôme ici. Vraiment, c'est la meilleure expression pour le dire. C'est-à-dire que je fais partie des murs. De tout temps, j'ai enseigné ici. Je suis pas l'air... Enfin, si, je suis vieux. Et en même temps, je peux disparaître, il ne se passera rien. Et c'est vraiment la situation, en quelque sorte, lambda des enseignants ici. C'est de plus en plus ça. Alors,
Je reviens à Marcel Mauss, je ne sais pas du tout pourquoi je me suis interrompu à vous raconter ces bêtises. Pardon. Donc, Marcel Mauss. Marcel Mauss est le continuateur de l'école française de sociologie et le fondateur d'un certain type d'anthropologie ou de socio-anthropologie, on verra ça plus tard, est quelqu'un qui écrivait de manière assez étonnante. Il n'a jamais fait d'œuvre à proprement parler, il a écrit des articles. Et tous ces articles ont été rassemblés et publiés l'année de sa mort. Et ça donne une espèce de production assez prolixe, assez éparse, assez étonnante, mais alors qui fournit un nombre incalculable d'outils pour comprendre le présent. Quand je faisais référence, par exemple, aux manières de se tenir, je faisais référence en réalité à un article qui s'appelle « Les techniques du corps », dans lequel il a pour la première fois théorisé une manière de saisir théoriquement la façon dont on apprend à se servir socialement de son corps. Comment est-ce qu'on apprend à dormir, à respirer, à courir, à manger, etc. Bon, pour le chômage, peut-être il y aurait des liens à faire. Quel est l'impact sur les techniques du corps de cette mesure-là? Mais je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. En revanche, il aime bien partir de petites anecdotes et de faire une espèce d'archéologie des concepts. Et notamment, il fait un travail absolument passionnant sur la genèse du moi. Comment est-ce qu'on en est arrivé à penser avec cette notion de moi? D'abord de personne, puis de moi. Comme caractérisant chaque humain. Une espèce de pure individualité et autonomie de conscience. Qui en fait, à l'échelle de l'histoire des cultures humaines, plutôt figure d'exception que de règle. On a une manière très particulière de collectivement élaborer à partir de la certitude d'une singularité consciente. Par exemple, il n'y a pas d'âme collective, il n'y a pas de rêve collectif. Si vous faites un rêve, vous avez la certitude absolue que votre voisine, je vous dis voisine parce que je vous regarde de vous, a fait le même. Elle n'a pas fait le même, c'est sûr. Ou alors c'est miraculeux. Bon. À partir du deuxième cours, j'envoie une craie dans la direction de toute personne entrant à pas d'heure et disant bonjour. Quand on entre et que c'est pas l'heure, on dit rien. Parce que sinon après j'ai envie de vous répondre et le cours est tout troublé. Donc vous pouvez arriver quand vous pouvez naturellement, mais surtout ne faites pas de bruit. Non mais vous rigolez, mais prenez un point fixe dans votre vie sociale, quel qu'il soit, une récurrence. Quelque chose que vraiment vous avez l'occasion de voir sur 10, 15, 20, 30 ans de vie. Et le social, à cet endroit-là, se manifeste avec énormément de force, parce qu'il y a des variations, infinitésimales, mais existantes. Et si vous vous rappelez comment c'était au premier jour, vous allez les voir. Et choisissez des choses anecdotiques, pas l'anthropophagie, pas des choses... Vraiment, par exemple, les manières de porter ou non des jeans noirs slim dans cette salle à Tolbiac. Alors moi il se trouve que le lieu que je choisis par exemple c'est celui-là puisque ça fait longtemps que je viens ici. Et par exemple tout à l'heure il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, que j'avais jamais analysé, c'est tout neuf. Quand les étudiants sortent du cours, et les étudiantes sortent du cours, ils vous donnent leur appréciation. Ah, c'était bien, ouais, j'ai apprécié, ouais, on est plusieurs à boire après, oh Dieu, je suis vachement d'accord avec vous. Alors c'est sympathique. Mais à ma génération, jamais on n'aurait osé faire un truc pareil, et surtout pas après le premier cours. Donner un avis comme si c'était un spectacle. Et le spectacle d'un semblable. Le fait qu'on soit identifié comme un semblable, je trouve ça très bien. Pour la plupart d'entre vous, on est dans la même précarité dans le cadre de l'université. Mais quoi qu'il en soit, mais ça c'est anecdotique, c'est très simple, mais c'est très fort. Alors après c'est même marrant parce que pendant un temps j'enseignais en face et ici, et les sociabilités, les manières d'être, la xénophobie, l'homophobie se manifestaient pas du tout pareil d'un côté de la dalle et là. C'était bien pire ici. Donc vous voyez, c'est très marrant de commencer à s'exercer, à identifier. Comment est-ce que tous, nous pensons collectivement, on a l'impression que c'est par réflexe, que c'est normal, que ça a toujours été comme ça, alors qu'en fait, on peut en voir l'élaboration, on peut presque la toucher, c'est quasiment palpable.
Et c'est à cette sensibilité-là que je voudrais vous initier ou approfondir vos connaissances si vous avez déjà pratiqué ce chemin. Alors, parmi ces études diverses et variées, Marcel Mauss en a produit une sur le moi, et je me disais, tiens, si on faisait pareil sur le chômage, sur la catégorie chômage, interrogeons cette catégorie, cette notion qu'on fait intervenir, ce mot qu'on mobilise, l'ensemble des représentations que ça apporte. Voilà, allons-y, le chômage. D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est important parce que c'est beaucoup utilisé, ce mot-là. Est-ce que c'est l'ensemble des gens qui ont des rapports avec Pôle emploi ? Est-ce que c'est ceux qui sont en catégorie A, B, C, D ou E ? Est-ce que c'est les gens qui n'ont pas d'emploi rémunéré ? Si on considère l'ensemble des gens A, B, C, D, E, les gens qui sont au RSA, les gens qui n'ont plus de droits ou qui ont été exclus, on a une population qui représente, c'est difficile à savoir parce que les gens qui sont au RSA, ce n'est pas les mêmes calculs que ceux qui sont au chômage, et on ne les a pas. On est probablement autour de 22-23% de la population active. C'est tout autre chose si on parle de ça que si on parle des gens qui sont en recherche active d'emploi dans la catégorie A et B. Mais d'où ça vient ? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'était, je ne sais pas moi, au XVIe siècle, un jour chômé ? Oui ? Pour Dieu. C'est un jour consacré à Dieu. C'est un temps sanctuarisé, protégé de toute souillure à l'égard de Jésus. Si vous parlez du dimanche, notoirement, c'est ça. Mais en réalité, c'était énormément de jours dans l'année qui étaient consacrés aux saints. Il y avait Saint-Nicolas, Saint-Denis, Saint-Matthieu, Sainte-Marthe, Sainte-Blandine, Saint-Jouin, des tas de saints. Non, on n'arrêtait pas de ne pas travailler pour se consacrer à quelque chose qu'on identifiait comme un bien commun. Un lieu pas proto-communiste, mais pas loin, dans lequel il était quand même dit qu'il y avait une propriété, non pas une propriété collective, pardonnez-moi, si, une propriété collective des biens communs de la création. Toujours est-il que, sans verser dans cette analyse un peu à la hache, revenons à cette idée-là que, au départ, un jour chômé est un jour consacré à Dieu. En d'autres termes, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, une activité souhaitable et valorisée socialement. Quand et comment s'est passé ce renversement ? Depuis quand n'est-il plus possible de s'interroger, par exemple, sur le caractère louable et bénéfique socialement du chômage ? Alors, il va falloir parler très fort. C'est une possibilité, mais je n'en suis pas sûr. C'est une possibilité en ce sens que ça a probablement impacté un certain nombre de représentations. Toutefois, d'abord, elle intervient tardivement et après que les révolutions industrielles aient eu lieu. Deuxièmement, c'est un processus lent qui part du début de la Révolution française jusqu'en 1905, mais la France, juste avant la Première Guerre mondiale, est encore très catholique. Dans ses pratiques, dans ses représentations, dans sa littérature. C'est encore un corps vivant qui influe sur la société française, notamment sur quelque chose d'aussi impalpable que la constitution de la représentation chômage. Il me semble que ça serait plutôt lié aux révolutions industrielles. En d'autres termes, lorsqu'on est devenu pauvre lorsqu'on n'était pas salarié. Ou par ailleurs, c'est quelque chose dans le passage du droit féodal au droit bourgeois. Ça se joue là. Et je n'avais pas du tout prévu de faire une enquête à cet endroit-là. Je dis simplement, puisque je vous livre des hypothèses, voilà comment on pourrait le travailler. Songez à tout le potentiel d'angoisse, et tout ce qui va avec l'angoisse, l'alcoolisme, la dépression, le suicide, etc., qui se trouve dans le petit contenu symbolique d'indignité associée à la notion de chômage et de responsabilité individuelle associée à la notion de chômage. Songez à ça. C'est-à-dire que cette notion-là, ce mot-là, ce signifiant, ce symbole, est littéralement, de par sa constitution, un poison qui transforme les modalités de la vie collective. Il serait intéressant d'en faire la généalogie. Le temps me fait souffrir.
je ne sais pas si certains parmi vous sont dans une situation où ils sont parfois campagnards et parfois citadins. Pour celles et ceux qui connaissent bien les coins où l'activité agricole est majoritaire et où chacun a un potager, vous êtes confrontés comme ça parfois à un truc assez marrant sur une notion élémentaire. En ville, la pluie est mauvaise. À la campagne, la pluie est bonne. Et même s'il pleut beaucoup, et même si on voulait faire une fête à la campagne, la pluie est bonne, point. Parce que quand il n'y a pas la pluie, bah, ton agriculteur de voisin il crébouille, il n'y a plus d'eau de pluie, les potagers de la grand-mère et de la mère Michu, c'est foutu, les tomates sont nulles, les fraises sont ratées, et on parle que de ça à la boulangerie, à la boucherie, à la réunion de la MAP, au machin, la réunion de l'association de chasse, de pêche, de trucs, la rivière s'est eutrophisée, gna gna gna, enfin, c'est sans arrêt. Je dis ça parce que moi je suis du côté campagnard de la force, c'est pour ça. Alors, revenons à nos moutons. Je ne suis pas tout à fait capable de vous dire que la lecture de Malinowski pourrait enrichir la compréhension sociale. Ça serait un peu tiré par les cheveux. C'est pas très vrai. Malinowski, il a principalement livré 2 œuvres d'un très long séjour qu'il a fait sur des îles qu'on appelle Trobriand, R-O-P-R-I-A-N-D, dans le Pacifique occidental, au large de l'Australie si vous préférez. Et il a principalement ramené 2 choses, une étude d'un système d'échange non commercial d'objets symboliques, de colliers et de bracelets, qu'on appelle la Kula, et un travail sur la sexualité et sa répression dans la société trobriandaise, comparée aux sociétés qu'il pouvait connaître à l'époque, en France, en Angleterre. Bon, c'est marginalement intéressant pour comprendre le chômage. À la rigueur, on pourrait prendre un détour. Et c'est un détour que Mauss va faire dans l'essai sur le don. L'essai sur le don analyse la Kula et le potlatch, donc le système décrit par Malinowski et d'autres décrits en Colombie-Britannique, chez les Indiens, Kwakiut, Laïda, etc. Vous verrez ça en TD et un petit peu ici aussi. Et il fait un travail sur à quoi servent ces énormes systèmes d'échange sans visée commerciale. Pourquoi est-ce qu'on déploie une telle énergie? Pourquoi est-ce qu'on brûle autant de richesses pour échanger des trucs qui ne permettent pas de s'enrichir et qui ne permettent aucune accumulation? En d'autres termes, quelle est la valeur sociale de l'échange? Comment est-ce qu'on fait société avec de l'échange? De l'échange non marchand. Comment l'échange, et même à l'intérieur de l'échange, la création de dettes, d'engagements mutuels, réciproques, etc., produit du lien, lie une société, produit de l'intégration, tout azimut, dans les domaines artistiques, culturels, militaires, diplomatiques, religieux, etc., etc. Ce qui nous amènerait à considérer comme, d'ailleurs, une espèce de pur gâchis, de délire absolu, la dématérialisation des échanges. Dès lors que vous avez toute une partie de l'activité humaine qui consiste à augmenter des flux de marchandises, des flux d'informations, sans qu'il y ait contact entre les individus, sans qu'il y ait mélange, sans qu'il y ait enrichissement social, sans qu'il y ait intégration, je dirais, mais ça c'est un échange totalement d'une devenu. Son prétexte commercial est devenu en fait sa totalité. Et en d'autres termes, si c'est une réalité économique palpable, c'est une réalité sociale délirante. Un échange sans échange. Donc on pourrait quand même tirer un peu Malinowski par les cheveux pour comprendre certaines mesures économiques. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que ce qui est de toute première utilité sociale, c'est un travail gratuit. C'est par exemple le travail que peuvent faire les gens qui ont du temps libre. Hypothèse. C'est évidemment des hypothèses qui sont faites dans le champ politique. C'est par exemple le refrain décroissant sur moins de biens, plus de liens, etc. Mais même lorsque le gouvernement propose de conditionner le RSA à des tâches d'intérêt collectif, ce lien n'est pas fait.
entre l'idée que peut-être ce qui est le plus précieux dans l'échange et dans l'activité humaine, ça n'est pas la production de valeur ajoutée, mais la production de cohésion sociale. Bien. Je ne vous demande pas d'utiliser les outils qu'on va mettre à votre disposition pour trancher ces questions, mais simplement pour en comprendre la profondeur et l'histoire. Voilà. Bon. Nous allons passer aux petites choses ennuyeuses. J'ai nommé les questions techniques. Ouais. Bon. Donc il y a un programme de cours magistral que je vais vous donner maintenant et que je vais vous expliquer en 2 mots. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire une histoire de la sociologie ou une histoire de l'ethnologie. Donc on va la faire à travers un cheminement complètement différent. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de baliser les grandes zones de la sensibilité sociale dont je vous parlais au début du cours. Les 2 premiers cours, les 2 prochains cours, seront consacrés par exemple aux manières de croire, à ce que par exemple Durkheim et Max Weber nous enseignent sur les manières de croire, comment se construisent collectivement les manières de croire, comment on peut engager la réflexion sur la religion à partir de l'idée que la religion est un fait social. On évacue totalement la question de savoir si Dieu existe ou pas et lequel c'est, qui est le bon, est-ce qu'il y en a plusieurs ou qu'un, est-ce que les objets ont de l'âme. On regarde la pratique religieuse comme un fait social. Voilà. Manière de croire. À quoi ça sert de croire, du point de vue de la cohésion sociale, par exemple? Qu'est-ce que c'est comme geste de socialisation, la croyance? Qu'est-ce qu'on fait au collectif quand on est en train de croire? On peut mobiliser là-dessus aussi l'anthropologie politique, mais il me semble que ça serait mettre trop de choses dans ces 2 cours. Les séances 4 et 5, donc 7 octobre et 14 octobre, on travaillera sur les manières de penser. On pourrait appeler les catégories de l'entendement social. Comment se construit une manière naturelle de penser. Voilà. Comment on construit collectivement une manière de penser le temps, l'espace, la notion de moi, la notion de genre, la notion de nombre, etc., etc. Donc d'abord les manières de croire, puis les manières de penser. Pourquoi je commence par croire? Parce que je pense que ça nous donnera l'occasion de parler d'un texte de Durkheim qui est vraiment à la fois peut-être le plus puissant et le plus facile. Donc c'est juste un effet d'opportunité, une espèce de grosse ruse de pédagogue à la noix, mais il n'y voyait rien d'autre. Alors, les séances 6 et 7, 21 octobre, 28 octobre, on travaillera sur les manières de sentir. On ramènera le corps. Comment est-ce qu'on travaille le corps socialement, les manières de se servir de son corps, mais aussi, peut-être plus élémentairement, les manières de sentir, les goûts. Sans aller jusqu'à travailler sur la critique sociale du jugement de goût élaboré par Pierre Bourdieu, sur comment est-ce que nos goûts manifestent nos appartenances de classe, de champ, dira Pierre Bourdieu, on travaillera sur comment se construit collectivement le goût, les manières de sentir, les manières d'apprécier, en toute matière, du théâtre à la littérature, en passant par le parfum, la nourriture, les paysages, le bâti, les vêtements, voilà. Comment se construit la sensibilité. La musique, comment est-ce qu'on apprend à aimer telle ou telle musique? Comment ça se manifeste? Comment ça se décrypte? Comment ça s'utilise collectivement? Une fois, on avait fait un cours d'impro de jazz comme ça. On travaillait sur Baker. Je ne pense pas qu'on puisse le reproduire cette année, mais on essaiera de mettre des choses amusantes. Bien. Alors, ensuite, 2 séances sur les manières d'échanger. Qu'est-ce qui se joue socialement dans les manières d'échanger? Et enfin, on accélérera parce que ce sera la fin de l'année. Le 2 décembre, inclure, exclure, manière d'inclure, manière d'exclure comme fonction sociale. Notamment, c'est là qu'on travaillera sur le film Comme il était bon, mon petit français, sur l'anthropophagie rituelle chez les Tupinamba. Le plan du cours et toutes les références seront sur l'épi d'ici milieu de semaine prochaine. D'accord? L'épi du cours. Donc vous pouvez le retrouver facilement, ne vous inquiétez pas. Vous savez ce que c'est un épi?
D'accord. Non mais je vous voyais froncer les sourcils. Donc, Et enfin, on consacrera le dernier cours à quelque chose que j'ai appelé animer le monde, c'est-à-dire donner de l'âme aux objets, aux choses, aux éléments qu'on observe, qui est vraiment l'activité sociale la plus élémentaire. Élaborer une scène de l'action sociale où on dit voilà, le ciel c'est ci, les nuages c'est ça, l'arc-en-ciel c'est un grand serpent qui prend l'eau des nuages et qui l'enfonce dans la terre, etc., etc., etc. Comment est-ce qu'on peuple le monde de symboles? Et c'est là qu'on ira mobiliser les vidéos de Jean Rouch, et notamment les hommes qui font la pluie et les maîtres fous. Le dernier cours fera une conclusion à peu près sur le même style que celle-là, mais en fonction de là où nous serons allés, du chemin que nous aurons parcouru, des ajustements qu'on aura faits. Petit dernier point avant que je file, parce que moi aussi j'ai un cours qui commence à l'heure où ce cours finit. Vous avez de la chance parce que j'ai un TD juste avant les 2 CM. Donc d'une semaine l'autre, j'aurai des collègues à vous qui vont me dire « Ouais, on n'a rien compris à ci, on n'a rien compris à ça, puis il faudrait nous dire plus sur ce sujet, puis d'abord, et d'ailleurs on n'entendait rien parce que... » Donc on a une procédure d'amélioration continue du cours magistral, pour dire les choses en technocrate contemporain. Si toutefois vous ne faites pas partie de ce TD, ce qui est fort probable, ne vous sentez pas démunis, mais surtout ne venez pas me parler à la fin du cours, je partirai en sprint pour monter au 7e étage. Prenez votre temps, bien tranquillement, vous m'envoyez un mail et vous me dites « j'ai pas compris ça, voilà, etc., etc. » Tranquillement. Et vous n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est que j'ai mal fait mon travail. Attendez, parce que c'est pas fini. Mais dis donc, ils s'en foutent, C'est presque fini. Je trouve votre impatience blessante. Je voudrais simplement, en fait, conclure, terminer sur les livres que vous aurez à lire. Je dis bien les livres parce que la tradition de ce cours veut qu'on recommande un manuel qui s'appelle « Sociologie et ethnologie », dirigé par Yannick Yot et Alain Gras aux éditions de la Sorbonne, que vos chargés de TD vous ont sûrement déjà recommandé et je ne vais pas y revenir. Il y a là-dedans l'essentiel des textes sur lesquels nous allons travailler cette année, pas tous. Mais c'est vraiment le fond commun. Le reste, on vous le fournira. Soit en PDF, soit en imprimé. Toutefois, mon rôle est de prêcher le mieux. Donc, lisez plutôt la totalité des bouquins. Ça tombe bien. Les bouquins qu'on vous propose, ils sont tous accessibles gratuitement en PDF sur le site de l'Université du Québec à Chicoutimi. l'UQAC. UQAC. Donc, je vais vous proposer de travailler sur la division du travail social, les règles de la liste sera en partage. Les règles de la méthode sociologique de Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse, l'éthique protestante, économie et société, les argonautes du Pacifique occidental de Malinowski, toujours de Malinowski, la sexualité et sa répression dans les sociétés primitives, l'essai sur le don, les techniques du corps, une catégorie de l'entendement humain, la notion de personne, celle de moi. Bon, ça fait beaucoup, hein. Une petite remarque vache. Vous seriez en prépa, ça serait le programme de la semaine. Ben oui. Or donc, il convient que vous soyez aussi ambitieux pour vous-même que possible. Ces livres-là vous donneront des choses. Repartez dans une espèce d'amour de la lecture. Et s'ils ne vous plaisent pas, combattez-les. Rayez-les de noir. Mais mettez des traits rouges pour dire là où vous n'êtes pas d'accord. Mais lisez, 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 lisez et lisez encore. Avec ceci de particulier, je me répète qu'ils sont tous accessibles gratuitement. Donc, même si vous êtes étranglé économiquement, vous pouvez tout lire. Ils sont choisis aussi pour ça. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.